Le 30 octobre 1961, la Terre a été ébranlée par une force qui défiait l'imagination. Ce n'était pas un tremblement de terre, un ouragan ou un tsunami. Cette puissance dévastatrice était purement humaine. L'explosion dans le nord-ouest de la Russie actuelle a été enregistrée aux 4 coins du globe, des États-Unis à la Nouvelle-Zélande. Plus près, la Norvège, le Groenland et même l'Alaska ont été témoins d'une boule de feu aveuglante de 5 km de rayon. Jamais une telle force n'avait frappé la surface terrestre. L'URSS venait de larguer l'explosif le plus puissant de l'histoire de l'humanité, la bombe Tsar. Les bombes, et pas que nucléaires, sont mesurées en équivalent en TNT. Une bombe d'une kilotonne libère donc autant d'énergie destructrice que 1000 tonnes de TNT. Une bombe nucléaire d'une mégatonne a la même force qu'1 million de tonnes de TNT. La bombe Tsar a produit une explosion de 50 mégatonnes. Elle était en effet 10 fois plus puissante que l'ensemble des munitions utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le pire, c'est qu'elle n'était qu'à la moitié de son potentiel, délibérément réduit pour cet essai. Mais il suffirait d'un simple oui venu d'en haut pour que le monde voie la vraie capacité de la bombe Tsar. Et à un moment aussi tendu de la guerre froide, qui sait ce que Khrouchtchev était prêt à faire pour pouvoir négocier d'une position de force. Aujourd'hui, la menace du nucléaire, qui semblait devenir lointaine, est en train de pointer le bout de son nez de nouveau. On le voit dans les déclarations récentes qui ont l'air de sortir tout droit de l'époque de chantage nucléaire qu'on pensait avoir laissé derrière nous. Et aujourd'hui, alors que les gens ordinaires ont pour la plupart largement oublié la peur qui pesait sur les esprits pendant la guerre froide, il serait intéressant de revenir à ce chapitre de l'histoire, à la bombe des bombes. Comment elle a vu le jour et pourquoi, en plus de 60 ans, personne n'a cherché à la surpasser. La bombe Tsar est aujourd'hui très bien documentée. Et on peut en apprendre beaucoup en ne lisant que du français. Ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans, et ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas pour beaucoup de ces technologies récemment déclassifiées dont on n'a que des miettes d'informations sur l'internet francophone. Je le dis toujours, apprendre une langue étrangère vous ouvre une porte vers un tout nouveau monde. C'est pour ça que je suis ravie de vous parler de nouveau de nos amis chez Rosetta Stone. Rosetta Stone est une application d'apprentissage de langue basée sur l'immersion, la méthode la plus intuitive pour apprendre une langue. Il n'y a pas d'explication grammaticale abstraite. Vous êtes immédiatement introduit aux mots et aux phrases qui, quand elles sont présentées côte à côte, permettent à votre cerveau de faire naturellement les liens logiques grâce au contexte. Vous apprenez donc de la même manière qu'un enfant apprend sa langue maternelle, et ça vous permet de l'intégrer beaucoup plus efficacement que d'essayer d'apprendre les règles par cœur. Vous commencez à avoir l'intuition de la langue, et ça c'est une étape essentielle de la maîtrise. En plus des leçons immersives, il y a également des guides linguistiques, des leçons en direct, des histoires pour s'entraîner à la lecture et un compagnon audio. Et grâce à leur reconnaissance vocale, vous développerez naturellement une prononciation impeccable. Mein Baby ist 9 Wochen alt. Mein Baby ist 9 Wochen alt. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, que ce soit le russe ou une autre parmi les 25 langues que propose Rosetta Stone, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec mon lien unique en description, vous recevrez 60% de remise sur l'abonnement Lifetime 25 langues, c'est-à-dire l'accès à toutes les langues à vie. Alors, n'hésitez surtout pas. Les bombes Little Boy et Fat Man lancées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 restent à ce jour les seules instances de bombes nucléaires utilisées en combat. D'une puissance de 16 et 21 kilotonnes respectivement, ensemble, elles ont résulté en la mort de plus de 110 000 personnes selon l'armée américaine. Un nombre qui a doublé avec des études indépendantes ultérieures qui avançaient une estimation de 210 000 morts. Les bombardements de Hiroshima et Nagasaki restent l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Et pourtant, malgré l'ampleur du massacre, Little Boy et Fat Man pâlissent en comparaison avec les bombes que l'URSS et les États-Unis développeront dans les décennies qui suivront. En novembre 1952, les États-Unis font un essai de leur première bombe à hydrogène surnommée Mike. L'arrivée de la bombe à hydrogène libère un potentiel inédit de puissance. Les premières bombes nucléaires, les bombes atomiques ou bombes A, comme celles de Hiroshima et Nagasaki, fonctionnaient en divisant les noyaux d'atomes d'uranium ou de plutonium, un processus appelé fission. Cependant, on peut libérer encore plus d'énergie et donc créer des bombes beaucoup plus puissantes en fusionnant des noyaux d'atomes légers, comme ceux de l'hydrogène. Le seul problème est que pour fusionner des atomes d'hydrogène, il faut des températures extrêmement élevées,
dans les dizaines de millions de degrés Celsius. Pour cette raison, la première bombe H américaine suit le modèle en plusieurs étapes appelé le design Teller-Ulam. On fait exploser une petite bombe A qui émet un rayonnement en rayon X, ce qui canalise et comprime le combustible de fusion en un isotope d'hydrogène jusqu'à plusieurs fois sa densité initiale. Une fois comprimé et chauffé, ce combustible peut entrer en fusion, produisant une explosion beaucoup plus puissante. La fusion libère également des neutrons qui alimentent des réactions de fission supplémentaires dans une couche d'uranium, augmentant encore la puissance de l'explosion. On pourrait presque dire que la bombe A sert de mécanisme de détonation dans une bombe H. On appelle ce type de bombe des bombes thermonucléaires. Le développement des bombes H permet une montée exponentielle en puissance. Juste 2 ans après l'essai de Mike, en 1954, les États-Unis développent une bombe d'une puissance de 15 mégatonnes, presque 1000 fois plus forte que la bombe de Hiroshima détonée moins de 10 ans auparavant. Cette bombe, surnommée Castle Bravo, reste à ce jour la bombe nucléaire la plus puissante jamais explosée par les États-Unis. L'URSS ne tarde pas à développer à son tour une bombe H. À la grande surprise de tout le monde, les Soviétiques réalisent l'essai de leur première bombe thermonucléaire déjà en 1953. Mais celle-ci a des différences majeures avec Mike. Son design était drastiquement différent. Proposé par le physicien Andrei Sakharov en 1948, lorsqu'il avait seulement 27 ans, ce modèle alternait des couches de matériel de fission, comme l'uranium, et des couches de carburant de fusion, ce qui lui a valu le nom de Sloïka, traduit comme gâteau en couche. La Sloïka était beaucoup plus compacte que Mike, qui était essentiellement inutilisable en combat avec son poids colossal de 74 tonnes. Mais bien qu'elle pouvait être larguée par avion, la première bombe H soviétique était aussi beaucoup moins puissante. Les physiciens américains considéraient que la Sloïka n'était pas une bombe H à proprement parler, mais presque une bombe A renforcée ou une bombe à fusion partielle. Le design ne permettait pas d'atteindre l'ordre des mégatonnes. C'est en 1954 que Sakharov développe à son tour un modèle similaire à celui de Teller-Ulam, avec un plafond de puissance quasiment inexistant, ce qu'il appelle sa troisième idée, un modèle soviétique en 2 étapes qui utilise la détonation initiale par fission pour provoquer la fusion. La première bombe basée sur ce modèle est détonée en 1955, avec une puissance de 1,6 mégatonnes. Encore très modeste comparé aux 15 de Castle Bravo. Mais il s'agissait également du premier essai de bombe à fusion largué par voie aérienne au monde. Et ainsi, tous les principes techniques étaient en place pour la création de la bombe la plus puissante de l'histoire. En novembre 1955, le gouvernement soviétique ordonne de commencer le développement d'une bombe d'une charge thermonucléaire de moins 100 mégatonnes. Une bombe d'une puissance de 100 mégatonnes était un saut énorme comparé à ce qui avait été testé précédemment. Sa puissance était avant tout symbolique. La bombe tsar n'était pas une nécessité militaire. C'était un acte politique. Mais il y avait aussi un intérêt technologique de tester les limites de ce que la bombe thermonucléaire pouvait offrir. 100 mégatonnes était un palier théorique qu'il serait intéressant de franchir. Comme certains d'entre vous s'en rappelleront, le projet nucléaire soviétique fonctionnait à travers un réseau de villes secrètes construites autour de complexes industriels qui représentaient chacun un chaînon de la production nucléaire, civile ou militaire. J'en parle en détail dans ma vidéo consacrée au phénomène des villes secrètes soviétiques. Seuls 2 centres de recherche et de développement des armes nucléaires existaient. Le premier, le laboratoire KB11 dans la ville de Sarov, et le second, le centre NII 1011 dans la ville de Snejinsk, où j'ai passé les 13 premières années de ma vie. Pas dans le centre, dans la ville. À l'époque, ces villes n'apparaissaient pas sur les cartes et étaient très hautement gardées. Dedans travaillaient les meilleurs esprits du pays, recrutés à la sortie des universités des 4 coins de l'Union. Le projet de la bombe de 100 mégatonnes est d'abord confié au centre NII 1011 de Snejinsk. Là-bas, ce qui est surnommé le produit 202 est développé entre 1955 et 1957. Je précise que l'euphémisme produit était le terme le plus courant pour désigner les armes nucléaires par les ingénieurs et physiciens soviétiques. La taille du produit était alors de 8 mètres de longueur et de 2 mètres de diamètre, et il pesait 26 tonnes, ce qui serait comparable à un camion. C'est un avancement énorme depuis Mike qui en pesait 74 pour un rendu 10 fois moindre. Mais larguer une bombe de cette taille reste un énorme défi technologique. Seul le plus grand bombardier à disposition des forces armées soviétiques, le bombardier Tupolev Tu-95, était en mesure de réaliser l'essai.
Mais même la taille impressionnante de cet avion ne suffisait pas pour que la bombe rentre dans la soute. Le bombardier a été modifié sous la direction de nul autre que son créateur Andrei Tupolev. Et les modifications étaient si importantes qu'il est devenu un nouveau modèle, appelé Tu-95-202, 202 du nom du produit. Malgré tout ce travail, la bombe a quand même dû être suspendue sous l'avion au lieu d'être larguée depuis la soute. En 1957, le cycle d'essais préliminaire était terminé. Le produit et l'avion étaient prêts pour le largage final. Mais à ce moment-là, la politique de l'État autour des essais nucléaires semble changer. Le 27 mars 1958, Nikita Khrouchtchev, en plus d'être premier secrétaire du parti, devient également président du Conseil des ministres de l'URSS, ce qui consolide tout le pouvoir entre ses mains. À l'occasion de sa prise de poste, il proclame que l'URSS arrête unilatéralement les essais nucléaires. Au même moment, Andrei Sakharov commence déjà à se poser beaucoup de questions sur les conséquences biologiques des essais nucléaires, et écrit un article traduit en 5 langues intitulé « Sur le danger radioactif des essais nucléaires ». L'espoir est que les autres nations nucléaires reconnaîtront ce geste et en feront de même. À partir de ce moment, les travaux sur le produit 202 s'arrêtent. L'avion est d'abord utilisé comme avion d'entraînement avant d'être désaffecté, et il semble alors que le produit de 100 mégatonnes restera dans l'histoire comme un projet théorique. Mais en été 1958, les États-Unis et la Grande-Bretagne commencent une grande série d'essais nucléaires, et en réponse, l'URSS arrête son moratoire déjà en automne 1958. Ironiquement, l'année 1958 deviendra ainsi la deuxième année la plus active de l'histoire en termes de tests nucléaires. En 1960, les travaux sur la bombe de 100 mégatonnes sont donc repris, et cette fois-ci, c'est le laboratoire KB11 de Sarov qui s'en occupe sous la direction du grand Andrei Sakharov. La bombe a été rebaptisée Produit 602. Au site d'essai, il l'appelait la bombe de Sakharov ou la super bombe. Le nom emblématique de bombe tsar, que le produit recevra des décennies plus tard, suit la tradition russe d'appeler les objets excessivement grands des objets tsar. Au Kremlin de Moscou, vous pouvez notamment visiter la cloche tsar et le canon tsar. Un jour, quand je me suis retrouvée dans l'atelier où elle était assemblée, et qu'à l'intérieur de la bombe, un ouvrier assis jusqu'à la poitrine soudait quelque chose, une comparaison involontaire m'est venue à l'esprit. On aurait dit un pilote dans un chasseur, tant la bombe était d'une taille inhabituellement grande. Se souvient Viktor Adamski, l'un des physiciens impliqués dans le développement. Ce qui semble avoir vraiment mis en route l'essai de la superbombe étaient les événements de l'été 1961. En effet, le statut de Berlin-Ouest était l'un des points les plus douloureux de la guerre froide. L'URSS exigeait que les 3 pays qui contrôlaient la partie ouest démilitarisent la ville et sinon menaçaient de la rendre à l'Allemagne de l'Est. Les États-Unis, quant à eux, étaient déterminés à garder une présence militaire à Berlin. Quand les ultimatums de Khrouchtchev n'ont pas eu d'effet, l'URSS prend une décision radicale et construit le mur de Berlin la nuit du 12 au 13 août 1961. Les tensions montent et pour Khrouchtchev, il est primordial de montrer que l'URSS négocie depuis une position de force. L'essai revient donc à l'ordre du jour. L'avion est retourné en service et tout son équipement est modernisé de nouveau. L'essai aura lieu au polygone nucléaire de l'archipel de la Nouvelle-Zamble, rivé dans l'océan Arctique. L'essai de la première bombe H soviétique en 1953 était réalisé au polygone nucléaire de Semipalatinsk au Kazakhstan, et son intensité a provoqué plusieurs pertes humaines. Non seulement de l'un des soldats, mais également de plusieurs civils des communes environnantes. Il était clair que Semipalatinsk n'était pas adapté pour les essais de cette puissance. Le choix du nouveau site tombe alors sur l'archipel, éloigné et peu peuplé, et le polygone voit lieu en 1954. Les habitants sont déplacés vers d'autres régions et les villages qui restent, désormais occupés par les militaires et les constructeurs qui maintiennent le polygone, deviennent à leur tour secrets. L'existence même de peuplement humain à la Nouvelle-Zamble était un secret d'État jusqu'aux années 90. L'équipage du bombardier commence son entraînement au polygone en septembre 1961. Et après avoir largué une superbombe d'essai de 4 mégatonnes, ils sont prêts pour l'attraction principale. À Sarov, le produit est assemblé dans un local dédié directement sur la voie ferroviaire. Quelques jours plus tard, le mur de l'hangar est démonté et la nuit, le produit prend la route vers la Nouvelle-Zamble. La bombe tsar aurait été capable de produire une détonation de 100 mégatonnes. Mais au bout de débats houleux, il est décidé de limiter l'essai à 50 mégatonnes. Andrei Sakharov s'en souvient ainsi.
Khrouchtchev connaissait déjà les grandes lignes des essais prévus, notamment concernant le produit exceptionnellement puissant que nous proposions de tester. J'ai décidé que cet engin serait testé en version propre, avec une puissance artificiellement réduite, mais néanmoins bien supérieure à celle de tout produit précédemment testé par quiconque. Même dans cette version, sa puissance surpassait celle de la bombe d'Hiroshima de plusieurs milliers de fois. La réduction de la part des processus de fission dans la puissance totale minimisait le nombre de victimes dues aux retombées radioactives pour les générations proches. Mais les victimes du carbone radioactif, hélas, restaient, et leur nombre total était colossal sur 5000 ans. Le polygone est en attente. Les conditions météorologiques repoussent la date de l'essai à plusieurs reprises. Le 17 octobre, à Moscou, commence le 22e congrès du Parti communiste, et Khrouchtchev annonce le grand cadeau dédié à l'événement, le test de la bombe la plus puissante du monde. La météo finit par se calmer, et l'essai est enfin autorisé à avoir lieu le 30 octobre 1961, l'avant-dernier jour du congrès. Le jour de l'essai arrive. Tous les postes de la côte nord du continent, ainsi que toutes les îles aux alentours, ont été avertis. Le protocole était le suivant. L'avion devait voler à la hauteur de 11 km et l'explosion devait avoir lieu à au moins 5 km du sol. Pour y parvenir, la bombe allait être larguée sur une série de 4 parachutes spécialement conçus pour ses gabarits qui devaient ralentir sa descente. Avant que la bombe n'atteigne la hauteur de 5 km, l'avion porteur devait continuer son vol tout en descendant légèrement et accélérer autant que possible pour pouvoir se cacher derrière la chaîne de montagnes de la Nouvelle-Zambie pour être à l'abri de l'impact lumineux et de l'onde de choc. Pour diminuer l'effet de ces rayons nocifs, l'avion avait d'ailleurs été entièrement peint en blanc, au point où il n'y restait aucune tache sombre ni même de marquage normalement obligatoire sur chaque avion. Malgré toutes ces précautions, les chances de survie de l'équipage étaient estimées à seulement 50%. À 9h27 du matin, le bombardier Tu-95-202 décolle de l'aérodrome sur la péninsule de Kola, la même comme on l'a vu dans l'une de mes vidéos précédentes, où se trouve le forage le plus profond du monde. Il se dirige vers la zone d'essai nord du polygone de la Nouvelle-Zambie, suivi par un avion laboratoire, un Tupolev Tu-16 plus agile qui devait enregistrer les données de l'explosion. À 11h30, la bombe est larguée et les parachutes s'ouvrent. Au bout de 188 secondes, quand le bombardier s'est éloigné de 45 km, la bombe explose. Voici comment s'en souvient Gavril Kudryavtsev, le directeur du polygone. 2 à 3 minutes avant, l'officier de permanence du poste de commandement a annoncé via le système de transmission « Mettez vos lunettes, n'utilisez pas de jumelles ni de lunettes stéréoscopiques ». Ce signal était diffusé à pleine puissance dans toutes les garnisons. À ce signal, tout le personnel devait enfiler des lunettes, se réfugier dans les tranchées, les abris ou se coucher au sol. La plateforme depuis laquelle nous observions l'explosion se trouvait à environ 250 km de celle-ci. La visibilité était satisfaisante, mais un léger brouillard apparaissait souvent au-dessus de nous. La couverture nuageuse était basse avec de grandes ouvertures. Nous craignions de ne rien voir à cette distance, mais les spécialistes du nucléaire nous assuraient que l'explosion serait bien visible. Et nous avions déjà acquis une certaine expérience lors des précédents essais. Et les spécialistes ont eu raison. Il était impossible de ne pas voir un tel spectacle. Presque pile au moment où le compte à rebours a atteint 0, l'explosion tant attendue a eu lieu. La boule de feu qui a apparu au moment de l'explosion avait un rayon d'environ 4,6 km. Le champignon nucléaire de l'explosion s'élevait à une hauteur de 70 km, presque 8 fois le mont Everest empilé sur lui-même. Le rayonnement lumineux pouvait provoquer des brûlures au 3e degré jusqu'à une distance de 100 km. Si la bombe TAR explosait à Paris, les habitants de Chartres le ressentiraient sur leur peau. Au poste de contrôle, à 250 km de l'explosion, Kudryavtsev décrit avoir ressenti l'impact sur toutes les parties découvertes du corps, une sensation qu'il compare à la chaleur qui sort du four quand on ouvre la porte. L'ionisation de l'atmosphère coupe toutes les communications radio dans la zone pendant 1 heure. Au laboratoire de Sarov, Sakharov reçoit un appel triomphant. Nous n'avons plus de communication avec le polygone et l'avion depuis plus d'1 heure. Félicitations pour la victoire. Pour les physiciens, cette coupure était une indication claire que l'objectif était atteint. Des témoins ont ressenti l'impact et ont pu décrire l'explosion à des milliers de kilomètres de son centre. L'explosion a été vue en Norvège, au Groenland et en Alaska.
L'antismique qui en a résulté a fait 3 fois le tour du globe. L'énergie totale de l'explosion a été estimée à 57-58 mégatonnes. Sa puissance a été 3300 fois supérieure à celle de Hiroshima, et 40 fois plus puissante que la bombe la plus puissante dans l'arsenal américain aujourd'hui. La bombe Tsar, à elle seule, représente environ 1/10 de la puissance combinée de toutes les bombes nucléaires testées dans le monde. La Nouvelle-Zambie n'avait plus de population locale à proprement parler, comme on a vu plus tôt. Et donc les réactions du peu de civils qui ont été témoins de l'explosion ont été assez calmes. Certains ont regardé l'essai de très loin et en ont quand même ressenti les effets. À l'île de Dixon, à 700 km de l'épicentre, l'onde de choc a brisé les vitres des maisons. Une équipe de réparation y a été envoyée le lendemain. Bien sûr, toutes ces choses étaient secrètes pour le reste du pays. Tous les participants de l'essai ont dû signer un accord de non-divulgation. Les témoignages que j'ai cités avant ont tous été écrits des décennies plus tard. Les images de l'essai que vous avez vues tout au long de la vidéo ont été rendues publiques par Rosatom seulement en 2020. La décision de diviser la puissance de la bombe Tsar par 2 semble avoir permis d'éviter une pollution nucléaire conséquente. Si elle avait été larguée à sa pleine puissance, les chercheurs étaient convaincus qu'elle causerait un tourbillon nucléaire qui couvrirait un territoire comparable au département de la Dordogne. Le produit de 100 mégatonnes n'a fini par jamais voir le jour. Malgré son enthousiasme d'en faire l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des capitalistes, comme il le disait lui-même, Khrouchtchev a fini par écouter les scientifiques, militaires et opérateurs du polygone qui le dissuadaient de ce geste purement politique. L'explosion a été enregistrée par de nombreux pays, dont les États-Unis, et a provoqué une vague d'indignation, surtout au Japon, en Chine et dans les pays scandinaves. Le premier ministre japonais Hayato Ikeda disait que l'essai l'a mis dans un état de choc qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le ministre des Affaires étrangères chinois a quant à lui appelé l'URSS l'ennemi de l'humanité numéro 1. L'essai de la superbombe n'arrête pas immédiatement la course nucléaire. Dès le lendemain, le polygone en Nouvelle-Zambie teste 2 autres bombes, d'une puissance de quelques mégatonnes seulement. À la fin de l'année 1961, l'URSS attend une sorte de parité avec les États-Unis, bien que son total d'essais nucléaires était à 122 contre les 216 des Américains. Mais c'était la puissance de certains produits, dont la bombe Tsar, qui permettait d'atteindre une sorte d'équilibre. Cependant, il n'y aura pas de moratoire ni en 1961 ni en 1962. Et l'année 1962 sera encore plus riche en essais nucléaires. Au cours de cette année, l'URSS testera notamment 3 autres bombes qui entreront dans le classement des bombes les plus puissantes jamais détonnées, derrière la bombe Tsar, d'une puissance de 24, 21 et 19 mégatonnes. Et il faut attendre une aggravation des tensions sous la forme de la crise de Cuba pour qu'en 1963, les États-Unis et l'URSS signent enfin le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui met fin aux essais dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau et n'autorise plus que les essais souterrains. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, signé en 1996, a également mis fin à ces derniers. Depuis les années 90, il n'y a pas eu d'essais nucléaires dans les pays signataires. Du moins officiellement. Cependant, ce traité n'est toujours pas officiellement en vigueur car des 44 pays qui devaient le ratifier, seuls 36 l'ont fait. Et, ironie du sort, les 8 pays qui manquent à l'appel sont pour la plupart des puissances nucléaires. Les États-Unis ne l'ont notamment pas ratifié, tandis que la Russie l'avait fait en 2000, mais a révoqué sa ratification en 2023. Et en attendant, les pays qui ont acquis les armes nucléaires plus récemment, dont l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, sont connus pour avoir mené des essais après l'adoption de ce traité, avec la Corée du Nord qui a détoné une bombe en 2017. Dans les années suivant l'essai de la bombe Tsar et très rapidement la signature du traité partiel, les États-Unis et même l'URSS ont commencé à minimiser l'importance de la bombe Tsar. On a l'habitude de dire qu'au final, ce n'était qu'une performance politique sans réel impact stratégique. L'effet de cette bombe est horrifique, mais son utilisation en combat réel est discutable, surtout en termes de voies d'acheminement vers un territoire ennemi. Sakharov écrivait ainsi dans ses souvenirs. Après l'essai du grand produit, j'étais préoccupé par le fait qu'il n'existait pas de bons vecteurs pour la transporter. Les bombardiers ne comptent pas, ils peuvent être facilement abattus. Autrement dit, d'un point de vue militaire, notre travail était vain. Mais malgré la déclaration officielle des États-Unis qui dénonçait la bombe Tsar comme du terrorisme inutile, son essai a ravivé la conversation sur les superbombes au sein du projet nucléaire américain. En décembre 1962, le président de la Commission de l'énergie atomique américaine, Glenn Seaborg, a signalé au secrétaire à la Défense, Robert McNamara, que la commission était prête à développer une bombe Tsar américaine si elle en recevait l'ordre.
Le centre Los Alamos, qui avait développé la toute première bombe atomique, affirmait à Seaborg qu'ils étaient en mesure de construire en 3 ans une bombe de 100 mégatonnes. Celle-ci serait larguée par le bombardier B-52 et plusieurs prototypes d'enveloppes pour une bombe pareille ont été développés, notamment le Big Test Vehicle ou BTV et le Flashback Test Vehicle, dont les données restent encore largement classifiées. Après le traité d'interdiction partielle, ces coques d'essai sont quand même entretenues pendant une décennie et utilisées dans les exercices d'entraînement. Le traité prévoyait que si l'un des signataires rompait l'accord, l'autre serait autorisé à reprendre les essais tout de suite. Et ainsi, les États-Unis gardaient ces enveloppes prêtes pour y mettre des bombes à rendement gigantesque le moment venu. Mais l'URSS finit par ne jamais rompre ces accords. Et ainsi, les recherches se réorientent progressivement vers des bombes moins puissantes qui pouvaient toujours être testées sous terre. Et ainsi, les armes nucléaires modernes se focalisent moins sur la pure puissance destructrice, mais surtout sur leur utilisation en combat. Les armes nucléaires tactiques peuvent avoir un impact aussi réduit qu'1 kilotonne de puissance, mais leur taille compacte leur permet d'être transportées dans des avions ou des camions. Qui plus est, ces armes nucléaires tactiques passent entre les mailles du filet des accords internationaux. Et pour preuve, la Russie a annoncé cette année qu'elle compte reprendre les entraînements. L'âge d'or des bombes nucléaires superpuissantes est passé, on l'espère. Mais il ne faut pas oublier que ce qui a empêché l'URSS et les États-Unis d'aller plus loin n'était pas les considérations morales, mais surtout les difficultés pratiques rencontrées avec la bombe tsar et les projets équivalents américains. Qui sait ce qui se passerait si une bombe de 100 mégatonnes était facile à mettre dans un bombardier? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, je vous invite à regarder ma vidéo sur les villes secrètes russes qui se focalise largement sur le projet nucléaire soviétique. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir été le partenaire de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour profiter de leur offre Lifetime 25 ans. Et moi, je vous retrouve bientôt avec encore plus de curiosités de l'histoire russe-soviétique.